Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Viens débattre, on va parler d'un sujet qui fait débat, c'est le cas de le dire, le wokisme. C'est parti. Alors, la bien-pensance à outrance, cancer de la pensée. Donc, ce sera le titre de notre sujet débat d'aujourd'hui. Donc pour poser le contexte, tout d'abord, je me suis rendu compte que poser le contexte, en fait, c'était juste la meilleure des façons de faire voir le problème. Le contexte, malheureusement, c'est celui d'une époque, la nôtre, de désertification du spirituel, de perte de repères, de grande détresse psychologique, de déconstruction à l'extrême, de simplification abusive, de vulgarisation déformante et surtout de promotion du vide. Ça donne pas trop envie dit comme ça et ça fait même très pessimiste, mais c'est juste un constat que l'on fait et qu'il faut, surtout nous, musulmans, car je suppose que la majorité des personnes qui vont me regarder sont des musulmans, il faut que nous on dépasse ce constat-là en proposant des modèles de vie autres que ceux avec lesquels on nous bassine depuis des années, c'est-à-dire celui de la surconsommation, du matérialisme, de la fast life, de la fast fashion, de la fast food. C'est cette ère-là, en fait, dans laquelle tout va trop vite, dans laquelle on ne réfléchit plus, dans laquelle finalement on ne se pose plus avec soi-même, dans laquelle on a misé sur le culte de l'apparence, de l'extériorité et du paraître. Donc c'est cette ère-là finalement qui voit surgir précisément ce phénomène de la bien-pensance à outrance. Donc ça semble assez évident dans une époque spirituellement dense et riche comme celle par exemple des Lumières en France, mais aussi celle de l'âge d'or de l'islam, située entre le 8e et le 11e siècle, ce type d'exagération, d'excès n'aurait certainement pas vu le jour, ça semble évident. À la OLM, mais tout ça pour dire que si on assiste de nos jours à des phénomènes assez controversés comme ceci, à tout ce qui nous choque dans notre fitra, dans notre saine nature, dans nos principes et nos valeurs, ce n'est juste pas étonnant. Comme le dit très souvent un philosophe que j'aime énormément et qui n'est autre que Sofiane Méziani, l'époque qui est la nôtre subit une totale désertification du spirituel. Ici, cela ne signifie pas que la religion, c'est global en fait, c'est plus large, au profit du matériel. Nous sommes en fait dans un culte mortifère malheureusement et illimité de l'achat, de la pulsion, de la spontanéité, de la consommation. J'allume mon application et en 2 temps 3 mouvements, je commande un plat de nouilles mais aussi une paire de baskets et pourquoi pas mon match Tinder de ce soir. Étant donné que nous sommes dans une époque en fait où le spirituel a déserté, où la religion n'est plus ou presque plus une valeur pour la majorité, alors on en arrive à faire le culte de l'homme, c'est-à-dire l'homme capable de toute chose, le surhomme, comme dirait un certain Nietzsche, plutôt le dernier homme dans ce cas. Avant, on glorifiait la science, on avait un culte de la science et on la voyait et on la croyait capable de toute chose. L'orgueil désormais a même dépassé cela, a dépassé les limites car on pense que l'homme lui-même, être fini et imparfait, peut finalement décider de toute chose ici-bas, du climat, des phénomènes naturels et cela on est même venu à sa propre personne. Je décide d'être un homme malgré ce que je constate entre mes jambes, je décide d'être une chaise, je décide, on est dans l'hubris, c'est-à-dire la démesure et l'orgueil, le qibr proprement humain. Nous sommes dans un siècle qui idolâtre l'homme et ne sait plus le remettre à sa place, ne sait pas admettre qu'il est limité et qu'il ne connaît pas ni ne contrôle pas toute chose, le qibr, encore une fois l'orgueil infini de l'être humain, l'individualisme extrême, tout cela en fait ne sont que les symptômes finalement de ce que l'on a énoncé plus haut, une désertification de la conscience religieuse, de la spiritualité, tout simplement de la notion de sacré, de sacralité. En fait, tout simplement, on assiste au fait que plus rien n'a de sacralité, ou presque. Si l'on passe maintenant à la définition de la bien-pensance, il s'agit d'un courant de pensée bienveillant, avec de bons sentiments, des idées conformistes, mais c'est une expression qui est souvent utilisée précisément dans le but de la dénoncer. La bien-pensance, elle se caractérise par toute une série d'idées traditionnelles, très usitées, très conformes, et qui ne dérangent pas, qui se fondent dans le moule, si l'on peut dire. On peut aussi parler du politiquement correct. C'est la fameuse expression « ouvert d'esprit », notre prochain point, parce que la bien-pensance, en fait, sans encore parler de wokisme, quand elle est poussée dans ses extrêmes, comme à notre époque, mène au relativisme. C'est le fait que tout se vaut, il n'y a plus de valeur, tout est ok, ce qui est le contraire de la pensée, puisqu'en fait, on accepte tout pour éviter de ne pas être accusé de manque d'ouverture d'esprit. Et cette expression, elle aussi, l'ouverture d'esprit, c'est une expression qui est très galvaudée, qui est très fourre-tout, qui ne veut plus rien dire, en fait, dans laquelle on place un peu tout ce qu'on veut. Ainsi, on manque d'ouverture d'esprit lorsqu'on trouve à redire à tout ce courant, justement, bien précis de la bien-pensance. Tout ce wokisme actuel, lorsqu'on n'est pas d'accord avec, eh bien, on n'est pas ouvert
ouvert d'esprit. On manque d'ouverture d'esprit en réalité lorsque précisément on tente de réagir et de réfléchir à rebours de tout ce que l'on nous présente en 2022. C'est-à-dire que finalement, si vous n'êtes pas d'accord avec tout un tas de thèses et de concepts très 2022, très woke en fait, alors vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous n'êtes pas par exemple pro-LGBT, pro-progressisme, etc., vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous ne pensez pas que l'on doive embaucher les gens pour leur couleur de peau, histoire de faire plus d'inclusivité, même si cette personne n'a pas les capacités, histoire de rentrer dans les quotas, alors vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous trouvez cela bizarre de proposer à des enfants de 5 ans de pouvoir changer de prénom à leur guise selon leurs envies, d'enfants au cerveau immature, je précise, alors vous n'êtes pas ouvert d'esprit si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Si vous trouvez que cette société est de plus en plus hypersexualisée, de plus en plus malsaine sur un tas de choses, alors vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Si vous ne voyez pas l'intérêt d'insérer dans le dictionnaire un pronom décidé arbitrairement sur simple motif d'un désir, encore une fois, vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Enfin, si vous ne vous sentez pas concerné par toutes les revendications actuelles, vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Et si vous refusez tout bonnement de suivre un peu tout ce que l'on voit en termes de nouveautés, de tendances, d'idéologie pro 2022, alors vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous avez compris un peu où je veux en venir. Et je vais vous donner une petite anecdote pour illustrer un peu cela. Je me suis retrouvée par hasard au mois de mai 2022 dans la Gay Pride de Bruxelles avec ma petite sœur et une amie. C'était pas prévu, on s'est retrouvés dedans. Et à la fin de la journée, j'ai exprimé mon avis sur certaines choses que j'avais vues, puisque je me suis dit tant que je suis là, je vais regarder et je vais m'informer. Certaines choses dérangeantes que j'avais vues, comme par exemple des hommes qui étaient déguisés en costume de chien en latex, qui se faisaient fouetter les fesses en pleine rue, devant tout le monde, devant des enfants, devant des personnes qui adoptaient des postures ouvertement sexuelles en pleine rue. Bref, en fait, une hypersexualisation de toute la rue que je n'avais en fait, moi, personnellement, pas envie de voir dans l'espace public qui est aussi le mien, puisque je suis une citoyenne. Et je me suis fait assez critiquer lorsque j'ai dit cela. Encore une fois, vous connaissez un peu la chanson, hein. Dès que vous exprimez votre avis, vous récoltez tout ce qui finit par phobe. Donc j'étais homophobe, j'étais transphobe, homophobe, j'étais pas ouvert d'esprit, tutti quanti, j'étais une rétrograde. Et j'ai pris, il est vrai, une comparaison un peu facile, mais c'est parce que de toute façon, on parle toujours de ce qui nous concerne. Et je parlais sous le coup de l'émotion, c'est une chose à plus faire, mais j'ai dit que je trouvais cela extraordinairement hypocrite de la part de l'État, quel qu'il soit, du gouvernement, etc. français, même si là je suis en Belgique, d'autoriser sur la place publique en fait de tels spectacles, tandis que l'on se questionnait tout de même en ce moment, hein, depuis quelques années, sur la légitimité des personnes qui portent le voile en public. Et je me suis dit, mais quelle extraordinaire hypocrisie en fait. Alors bien sûr, la comparaison était un peu facile, n'avait pas forcément lieu d'être, mais comme je vous l'ai dit, je parle de ce que je connais. Et forcément, après ces stories, en fait, j'ai eu, comme je l'ai dit, droit à des étiquetages en bonne et due forme, homophobes, vieux jeux, etc. Et c'est ça qui est assez fort, c'est de personnes qui précisément se disent bien pensantes, bienveillantes en tout point, et pour le vivre ensemble et pour la tolérance. Mais c'est quand même fort de café de se battre pour une liberté d'expression de certains, tout en empêchant d'autres d'exprimer la leur. C'est un peu comme certaines féministes, en fait, qui se battent soi-disant pour toutes les femmes, en excluant les femmes voilées, bien évidemment, de leur combat. Il n'y a pas forcément de cohérence. C'est précisément cet étiquetage en bonne et due forme que j'ai subi au nom de l'ouverture d'esprit. Le prochain point, c'est le cancer de la pensée. Aux doués d'intelligence, que nous sommes censés représenter en tant que musulmans, et tout un chacun, je dis que le wokisme dans cet extrême est dangereux. Pourquoi? Car il pose comme point de départ un relativisme à outrance, qui ne peut qu'être l'ennemi de la pensée. Tout est relatif, tout se vaut, chacun fait ce qu'il veut, c'est subjectif, ça dépend pour qui. Bien sûr, qu'il y a une diversité d'opinions, de ressentis et de valeurs dans la diversité humaine, dans la vie de façon générale, et encore heureux. Mais là, à nouveau, on parle d'un extrême. On en vient à déconstruire toute chose, même des choses biologiquement présentes, objectivement constatables, et c'est là que le relativisme y fait le plus de mal. Oui, le goût que je porte sur ce vêtement est subjectif, car je l'aimerais beaucoup, tandis que toi, tu ne vas pas l'aimer. Mais oui, je peux aimer le chocolat et pas toi, car c'est ton goût personnel. Oui, on peut différer dans nos religions, dans nos croyances, dans nos valeurs. Tout ce qui relève de la sphère impalpable, privée et intime. Bien sûr, les goûts, les croyances, les valeurs, mais pas à propos de ce qui est biologique, en fait. Pas à propos de ce qui est ancré, de ce qui est présent. Et c'est ça le problème, en fait. Non, ce n'est pas relatif de dire que cette personne est une femme. Non, ce n'est pas relatif de dire que la biologie existe, quoi qu'il arrive. Le wokisme à outrance est donc dangereux pour la pensée, de façon générale, et par conséquent, pour
pour tout le reste en fait, pardon, car il induit une espèce de relativité nauséabonde sur toute chose, qui nous fait dire que à chacun sa pensée sur toute chose, même sur des choses scientifiquement, biologiquement, logiquement incontestables. Non, ça, tu ne peux pas le contester parce que c'est scientifique, parce que ça existe, parce que c'est biologique. Et malheureusement, philosophiquement, à terme, ce relativisme à outrance, il mène au nihilisme, c'est-à-dire au rien de la pensée. Il n'y a plus de valeur, tout se vaut, tout est ok, tout est horizontal, alors à quoi ça sert même de débattre, puisque tout se vaut. C'est ça le vrai cancer de la pensée. Alors bien évidemment, pour revenir au cœur du sujet, le wokisme, il faut dire que le wokisme, il prône cette ouverture d'esprit dont on vient de parler. Alors, c'est quelque chose de noble, mais à partir du moment où il est à outrance, comme ce dont on est en train de parler, et que l'on arrive à ne plus pouvoir s'exprimer ou dire ce que l'on pense par cet excès de bien-pensance totalement hypocrite, c'est là qui pose problème. En fait, le problème, c'est que on est dans une culpabilisation de tout le monde. On va faire culpabiliser les personnes qui mangent de la viande. Les woke véganes vont faire culpabiliser des personnes qui mangent de la viande. Les woke, je sais pas, qui sont pour la liberté de la femme, vont aller faire culpabiliser les femmes qui portent le voile. En fait, c'est vraiment un excès de culpabilisation. Il y a eu aussi pendant un moment donné les woke blancs qui voulaient eux-mêmes se culpabiliser de ce qui s'était passé pour les noirs, de ce qui s'était passé pour les juifs. C'est ridicule en fait, et c'est un excès. Et à la base, malheureusement, ça part d'un bon sentiment, mais là, c'est cette entreprise de la culpabilisation exercée par le wokisme que moi, je réfute, parce que c'est ridicule et c'est complètement contre-productif. Et en fait, malheureusement, à notre époque où on n'a plus de nuances, à notre époque où on ne sait plus réfléchir que par blanc ou noir, à notre époque, en fait, où on est englué dans une horizontalité mortifère, forcément, le wokisme ne pouvait que aller dans cet excès. Notre prochain point, c'est l'outrance. Depuis tout à l'heure, je prends bien soin de dire que je critique le wokisme à outrance. Car effectivement, comme on l'a vu dans son intention de base, il n'est pas à critiquer. Mais malheureusement, étant donné que l'on est dans une société, encore une fois, du tout ou du rien, de l'extrême, j'ai bien l'impression qu'il n'existe pas de wokisme modéré ou tout simplement sain et cohérent. Il faut toujours que ça aille dans l'extrême et dans l'outrance, ce qui finit par ridiculiser la cause noble au départ. On va voir ici quelques exemples de ce que j'appelle l'outrance. Tout d'abord, l'un de mes préférés, le manspreading. La dénonciation par les femmes du fait que les hommes prendraient trop de place dans les transports en commun car ils écartent les cuisses pour s'asseoir. Toute première chose, anatomiquement, on n'a pas besoin de nous faire un dessin pour comprendre qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec les jambes totalement fermées et croisées. Ça semble logique, réfléchissez 2 secondes, vous allez comprendre pourquoi. Et deuxièmement, tout simplement, au lieu d'aller faire tout un mouvement contre le manspreading, inventer des grands mots, faire des manifestations, pourquoi ne pas tout simplement lui demander à ton voisin de métro, est-ce que vous pourriez fermer un peu vos jambes, j'ai pas beaucoup de place. Le bon sens. Ensuite, une des choses qui m'énerve aussi au plus haut point, c'est le misgendering, le fait de mégenrer quelqu'un en le désignant par un sexe qui, semble-t-il, n'est pas le sien. Déjà, moi je suis dans la rue, comment je peux savoir en fait? L'être humain se base logiquement sur ce qu'il voit pour parler, ça semble logique. On ne va pas demander le pédigré de monsieur X ou de madame Y avant de pouvoir les aborder dans la rue ou n'importe où. Est-ce que tu vois un caissier à Carrefour te demander, avant de pouvoir te dire bonjour madame, ça fera 40,60 €, te demander quel est votre genre, en fait, avant de te parler. On marche vraiment sur la tête. Surtout que si ces personnes se sentent offensées, en fait, c'est qu'elles ne sont pas si sûres d'elles que ça, au fond. Parce que, combien de fois on m'a appelé Kiroma, Kamera, Fatima, alors que mon prénom c'est Karima. Et c'est pas grave, en fait. Je trouve ça tellement orgueilleux, finalement, de penser que tu es le centre du monde et que, du coup, les gens autour de toi doivent absolument te prendre avec des pincettes et faire attention à ce qu'ils disent pour ne pas te mégenrer. Mais qui es-tu, en fait? T'es qui? Juste, tu es qui? Bref, j'en ai encore à citer, mais tout cela, juste ces 2 exemples déjà, parce qu'on n'a pas 150 ans, ils démontrent, je pense que vous serez ok avec moi, juste en fait des débats qui sont vains, de la parlotte, du n'importe quoi. En fait, on se bat vraiment pour ça. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des femmes qui sont violées tous les jours, il y a les Ouïghours, il y a les Rohingyas, il y a toutes ces personnes qui vivent des injustices, la Palestine de ouf, et on est en train de pleurer parce que le monsieur il a trop ouvert ses jambes dans le métro. Enfin, l'avant-dernier point, c'est le déconstructivisme. À mon sens, c'est le point le plus dangereux dans ce wokisme à outrance parce que c'est cette idéologie en fait du déconstructivisme à l'extrême, quitte à renier toute chose, y compris la biologie. Le déconstructivisme désigne le fait de tout déconstruire, de saper les fondements des choses, de les pointer comme superficiels et de vouloir tout reconstruire, alors que ces fondements en question sont précisément, dans la majorité des cas, naturels, biologiques, scientifiques. Je me souviens très bien pour illustrer d'avoir eu souvent des petites disputes avec une très chère amie à ce sujet, car à ses yeux, en fait, à elle, tout était
construit, tout était superficiel, tout était social dans la société et il n'y avait rien de naturel, il n'y avait rien de biologique, alors que c'est faux, ça mène à dire des abominations de penser comme ça, comme le fait par exemple qu'il puisse y avoir des erreurs dans la nature, surtout nous en tant que musulmans, et cela mène à outrance, comme le wokisme à outrance, cela mène à long terme à l'expression cartésienne, bien qui est un peu galvaudée, mais de devenir comme maître et possesseur de la nature. Je vois vraiment dans ce mouvement de plus en plus populaire un vrai danger, celui d'un qibr, d'un orgueil devenu si grand au point de vouloir maîtriser même l'immaîtrisable, la nature, le biologique, ma réalité, mon corps. Mais de quel orgueil en fait doit-on se parer pour oser dire quand ça ne va pas que c'est la nature qui a un problème et pas moi en premier lieu? De quel orgueil en fait faut-il se parer pour penser comme ça? De l'orgueil de l'homme moderne, aveugle, dans sa soif de pouvoir et surtout de l'orgueil de l'homme qui veut tout maîtriser, qui veut tout comprendre. Et voilà l'orgueil duquel en tant que musulman on doit se prémunir. Enfin pour conclure je voulais dire que le mouvement woke n'est pas à la base quelque chose de mauvais. Mais ce sont ces extrêmes, comme dans toute chose, qui l'ont, je trouve, tout à fait ridiculisé, décrédibilisé, et surtout, comme on l'a dit, c'est cette tendance très orgueilleuse à vouloir faire de la nature son petit empire, à vouloir renverser des lois biologiques et naturelles établies depuis tout temps, et à vouloir, astaghfirullah, comme Dieu, avoir le contrôle sur toute chose. Bien sûr qu'il faut être éveillé, comme le disent les woke, mais soyons éveillés, mais pas pour autant aveugles par cette idéologie du progressisme illimité, dévorant et qui finalement se retourne contre lui-même. Alors j'attends vos retours.